toi. Alors voilà, on essaye cette technologie formidable. Bienvenue mes indisciplinés. On est avec Sandrine Roudot. Voilà, elle découvre l'exercice. Ça va, c'est pas impressionnant. Pour l'instant, il n'y a pas de spectateurs. On parle, mais on parle à un téléphone. Mais ça va rester dans les mémoires et donc ils pourront consulter en podcast. D'accord. Donc c'est enregistré pour la fin des temps. D'accord. Voilà, donc il y a un spectateur, bienvenue à vous. Vous connaissez le principe, vous commentez en direct. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont au travail, mais Sandrine a des choses à faire après. Donc voilà, on était pris par le temps et on a trouvé cette fenêtre de tir. Voilà, donc il y a déjà 5 spectateurs qui ne sont pas que des spectateurs, qui sont aussi des commentateurs. Tu vois, il y a des petits likes, il y a des petits cœurs qui apparaissent. C'est génial. Et donc, salut les amis. On voit juste vos petits likes et vos réactions. Vous pouvez aussi poster des petits commentaires, nous dire bonjour, on les lira instantanément. Là, on voit plein de cœurs. Il y en a qui se défoulent sur les cœurs. Carole, voilà, bonjour Vincent et Sandrine, super. Alma, alors ça, ce sont des habitués, c'est des indisciplinés habitués. Voilà, il y a aussi des nouveaux, j'imagine. Alors voilà, on va parler de l'addiction avec Sandrine, qui n'est pas son thème central, parce que Sandrine est connue. Salut Géraldina. Voilà, tout le monde est là. Alors, il y a la Tunisie, il y a la France, il y a le Maroc, il y a New York, et ils sont connectés partout. Salut, Chrissy. Ton thème de prédilection, en tout cas, c'est ce qui t'a fait un peu connaître, c'est vraiment l'utopie avec un livre qui s'appelle L'utopie mode d'emploi. C'est ça. Et évidemment, je t'ai proposé au début de faire un truc sur l'utopie. On s'est rencontrés, c'était à Nantes, Fabrique du changement. Ouais. Et moi, j'avais un livre sur l'ambition, tu avais un livre sur l'utopie, on se les a échangés, et puis on s'est dit, on va faire un balbutiement ensemble sur ce thème. Mais avant, salut tout le monde, on vous voit, hein, vous inquiétez pas, on vous voit dire bonjour. Avant, j'ai décidé de changer un peu la règle des balbutiements, cette agora vidéo en direct. Et je me suis dit, on va prendre un thème et le traiter en plusieurs épisodes avec toujours quelqu'un avec moi pour pas être seul face à mes indisciplinés, qui a une sorte de triangulation. Salut Jacques. Et donc, le thème, c'était l'addiction. Et donc, je t'ai proposé, voilà Sandrine, désolé, je sais que c'est l'utopie, est-ce que tu pourras rattacher le truc ? Et tu m'as dit oui. Voilà, donc je suis très curieux de savoir ce que ça évoque pour toi, le thème de l'addiction. Mais d'abord, est-ce qu'on peut essayer, pour lancer la discussion, de voir comment l'utopie et l'addiction peuvent se connecter ensemble, à ton avis. Est-ce que des utopistes sont addicts à leurs rêves ? Question. Je ne sais pas s'ils sont addicts à leurs rêves, les utopistes. L'utopie, en fait, c'est justement pour nous faire sortir des addictions. En fait, c'est-à-dire l'utopie, pour moi, c'est d'essayer de sortir de l'addiction de la société de consommation, de l'addiction du conformisme, de l'addiction du confort, de l'addiction à une société de pétrole. Donc c'est ça en fait les utopies qu'il faut essayer d'imaginer et de faire advenir. Et en cela, je ne crois pas que les utopies soient des addictifs, si ce n'est l'addiction à faire quelque chose de leur vivant. Oui. Qui est cette notion de liberté. Je crois que si l'utopie, en fait, elle s'oppose à l'addiction dans l'idée qu'on veut exercer notre liberté en tant qu'utopiste. Oui. Et notre liberté, c'est d'imaginer autre chose et de ne pas se soumettre au modèle qui existe. En fait, oui, tout à fait. En fait, ce que tu décris, c'est ce qu'on avait évoqué dans le premier épisode, à savoir qu'on est... Alors, vous dites tous coucou, maintenant on veut des questions, hein, les amis, on veut des références. Hein, on ne va pas philosopher tout seul, hein, c'est une agora vidéo. Donc, vous êtes censés participer au débat. Donc, proposez-nous des questions, faites des remarques. Jacques sort tes références philosophiques, parce que Jacques, c'est notre philosophe maison aussi. Et allez-y, les amis. Hein. Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu critiques l'idée de la société actuelle, qui est une société qui nous provoque des addictions. Au bout du compte, c'est une société qui addictogène, on dirait en psychiatrie. Addictogène, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un consommateur addict, tout simplement. Hein. Il n'y a pas mieux que des êtres humains addicts qui souffrent quand ils n'ont pas leur cam, quelle que soit leur cam, d'ailleurs, leur marque, leur pétrole. Et donc, l'utopie, ce serait aujourd'hui, justement, d'imaginer un monde possible qui serait hors addiction. Ouais. C'est un peu ça que tu... Là, je vois que t'es hypnotisé par les commentaires. Parce qu'on les voit en même temps. Non, en fait, c'est... Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée il y a peu de temps, c'est que je me suis rendu compte que le mot confort, en fait, au départ, il voulait dire qui nous rend plus forts. Et il est parti en Angleterre, il nous est revenu avec le sens de bien-être matériel. Le comfort. Voilà, de bien-être matériel. Et en fait, on a complètement
confondu le confort avec le bien-être matériel. Et or, il me semble que le confort ne nous rend pas plus forts, bien au contraire, il nous affaiblit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'imaginer demain, on est piégé par ce confort. Et l'idée, c'est justement de sortir de ça pour se réapproprier nos vies et puis imaginer et construire un autre monde. Ce que tu dis, c'est intéressant. Dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Je t'aime, une autre politique de l'amour » en 2003, pour critiquer cette notion de confort, je réutilise l'étymologie avec le M, qu'utilisaient Rimbaud et d'autres à l'époque, le comfort, et je prends le mot anglais pour parler qu'en fait c'est de la com, il y a de la com dans le confort, il y a une sorte de com d'une vie prémâchée, prévécue et matérielle, ancrée dans la matérialité, et du coup ça me permet de réhabiliter le confort. Je distingue le comfort et le confort, le bon confort. Mais c'est très intéressant. Alors on a des réactions. Zuber, salut. On n'est pas dans une société de confort, dit Zuber. L'utopie serait inconfortable. Très bonne question d'Yannick. On va tout lire et ensuite on va essayer de répondre. On fait comme ça parce qu'ils sont actifs, ils sont 50 maintenant. T'as vu, ça augmente. L'utopie serait inconfortable, ça c'est génial. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, dit Nathalie. L'utopie serait-elle sortir du train pour réinventer la vie? Sortir de sa zone de confort, addiction à la nature. Est-ce que l'utopie serait une addiction à la nature? Wafa, elle perd pas le nord. Wafa, elle garde notre thème qui est l'addiction. Et Pascal fait coucou. Alors ça, c'est très profond, Pascal. Ton coucou, est-ce que tu fais référence à un oiseau, à vol au-dessus d'un nid de coucou? Voilà, précise ta question, Pascal. Et Jean-François, quel honneur. Jean-François, un intellectuel que j'apprécie beaucoup. Addiction, préfixe A, privatif de diction de mots. Il fait de la langue des oiseaux, mais elle nous parle bien, cette langue. La désaccoutumance est bien plus longue que l'addiction. Que penses-tu de ces remarques? Est-ce que tu as envie de rebondir sur une remarque? Il y en a une qui m'a interpellée, je m'en souviens plus. C'était inconfortable, l'utopie inconfortable. Ah oui, l'utopie inconfortable. En même temps, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que les addictions, elles nous mettent dans des trains et elles nous évitent de penser. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, dans l'inconfort, c'est que on se remet dans l'inattendu, dans les prévisibles, et c'est là où on commence à être beaucoup plus lucide. Alors que si on reste dans l'addiction et dans ce train et dans ses habitudes, et, du coup on n'arrive plus à voir, on n'arrive plus à être lucide et on n'arrive plus à penser par soi-même, quoi. Et donc oui, moi je pense qu'il faut un peu d'inconfort pour pouvoir en sortir, et il faut aussi pas trop de confort pour pouvoir le mettre en danger. C'est-à-dire que plus on a de confort, et puis moins on a... plus on a de choses à perdre, et moins on a envie de les mettre en danger, en fait. Donc il faut aussi être un peu... jouer avec ça, en fait, avoir un rapport ludique avec son confort, tout simplement. Il y a aussi cette idée d'addiction à la nature. Parce que toi, tu es hyper dans l'écologie, quand même. Tu es militante. Tu as même créé une société où tu donnes des conseils pour les entreprises de façon à ce qu'elles aient des bonnes attitudes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'addiction au pur? C'est un peu la critique idiote de Luc Ferry. Luc Ferry, notre ministre, un des plus stupides philosophes de la Terre. Mais bon... qui dit que l'écologie, c'est un fascisme, etc. Et qui a vraiment une sorte de mythique retour à la nature perdue. Enfin, il a une vision très réactionnaire de l'écologie. Mais quand même, l'idée de l'addiction à la pureté, à la nature. Toi, t'es addict à la nature, par exemple. C'est pas une addiction, en fait. C'est juste qu'on en fait partie et que du coup, c'est juste se réconcilier avec ça. Nous sommes des êtres naturels et on pense pouvoir exploiter la nature, pouvoir la maîtriser, ce qui est faux. Et en fait, on a cette espèce de mythe prométhéen où on veut se dégager de la nature et en fait, c'est dangereux. Il faut juste se réconcilier avec et y retrouver. C'est vrai que quand on retourne à la nature, on retrouve ce qui fait qu'on est profondément humain. On retrouve la beauté, on retrouve le temps, la notion de temps long, de temps cyclique avec le retour des saisons, etc. L'histoire. Dire quand on touche une pierre, où des tonnes de gens sont passés, on a aussi cette notion-là. Et en fait, la nature, elle vient surtout contrebalancer nos autres addictions, je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la nature contrebalance notre addiction numérique, par exemple. Je suis toujours étonnée de voir, par exemple, sur Twitter, des super geeks balancer une photo de la Lune en pleine nuit et s'extasier devant, alors que... Et c'est des purs geeks, quoi. Et on a l'impression que c'est ça qui les sauve. Parce qu'ils ont encore ce lien à la nature. Et je pense que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas le retour, le truc caricatural du retour à la voiture à cheval.
C'est juste que ça fait partie de nous, c'est bon et c'est un peu idiot de cracher dessus, quoi. D'ailleurs, Johan nous dit c'est une conception assez asiatique, voire japonaise, du rapport homme-nature-technologie. Intéressant. J'aime bien dans ce que tu dis l'idée de réconciliation, qui serait finalement une sorte d'opposé de l'addiction. Dans l'addiction, on ne peut plus se réconcilier avec soi-même. Dans l'addiction, il y a du plaisir, mais c'est un plaisir qui, lorsqu'il n'est pas là, nous fait souffrir. L'addiction va avec la souffrance, sinon tout va bien. Il y a une souffrance, il y a un manque quand la chose qui nous fait plaisir, ça peut être le sport avec la bigorexie. Alors vous venez d'apprendre un mot, j'espère. La bigorexie, c'est l'addiction au sport et ça a montré, l'OMS l'a reconnu, l'Organisation mondiale pour la santé a reconnu que parmi ceux qui font du sport intensif, il y a 10 à 15% de sportifs qui font surtout du jogging, du running, etc., qui sont en fait addicts. C'est-à-dire qu'ils sont mal lorsque la chose n'existe plus, la pratique n'est plus pratiquée. Et une pratique, on le sait bien un peu, qui donne de l'endorphine, de la dopamine, tous les neurotransmetteurs font la fête, c'est une symphonie cérébrale, et on est addict à ça dans l'addiction. Mais l'idée de réconciliation est intéressante. Ça permettrait, et après on prend vos questions, vous êtes hyper actifs, donc vous êtes accro en fait, vous êtes addict au balbutiement, mes amis. On va revenir, mais juste cette idée de réconciliation, il y a l'idée d'une paix intérieure, et la paix intérieure, c'est l'opposé de l'addiction. L'addiction est un tumulte intérieur, voilà. Donc j'aime beaucoup cette idée non pas d'une addiction à la nature, mais d'une réconciliation à la nature. Parce qu'en fait, c'est une fausse liberté. On dit, l'addiction, il y a une... les gens qui sont addicts disent mais j'ai la liberté d'être addict, c'est moi qui décide en fait de ça, sauf qu'à un moment donné on perd cette liberté, on contrôle absolument plus rien. Donc Alma qui demande l'addiction est-elle la grande copine du capitalisme? Oui, un peu. Moi, en fait, pour moi, le capitalisme, il est lié. Enfin, ce qui nous met, on va dire, ce qui nous envoie droit dans le mur, c'est ce triptyque qui a été inventé à un moment donné où il fallait produire toujours plus. Donc, on a inventé l'obsolescence programmée des produits. Il fallait que les gens achètent. Donc, on a inventé le marketing qui est l'obsolescence programmée du désir. Voilà, on vous vend un produit, mais déjà vous en avez plus envie. En tout cas, dès lors qu'on va en sortir un autre, vous n'en aurez plus envie. Et puis, on va mettre derrière le crédit à la consommation pour que vous puissiez y aller. Et en fait, c'est ça, on crée des addictions. Et une des addictions, c'est aussi le conformisme. C'est-à-dire que du coup, tout le monde doit avoir les mêmes choses. Tout le monde, sinon, on sort de la norme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. On se sent mal. On se sent mal, voilà. On se sent différent. On se sent ostracisé. Voilà, on n'a pas le niveau minimal de bonheur parce que c'est censé, voilà, être représenté le bonheur. Donc, oui. Il y en a qui râlent, là. Il y en a qui disent ouais c'est vrai, c'est injuste. Non mais ils râlent, ils te suivent je pense, mais dans la côté colère. Ouais. Et puis, alors que tu parles d'obsolescence, il y a un immense livre que je vous recommande tous, philosophique, c'est L'obsolescence de l'homme, de Günther Anders. Günther Anders était très visionnaire et il montre vraiment comment la perte de sens d'aujourd'hui va avec justement ce déboussolement radical et l'idée que finalement l'homme devient une denrée parmi tant d'autres. Il a cette très belle phrase: à quoi ça sert de relire l'éthique à Nicomaque d'Aristote alors qu'on est en train d'accumuler des ogives nucléaires aujourd'hui? C'est-à-dire que la morale doit être réajustée en fonction des drames de l'époque, à savoir le nucléaire, à savoir la pollution, à savoir toutes les crises sociétales, économiques que l'on traverse. Je crois qu'il est temps parce que vous avez vraiment beaucoup commenté, hein, merci les amis, vous êtes actifs. Tiens, il y a un Yannick qui porte ton nom. Oui. C'est qui tu nous le présentes? Oui, donc Yannick Roudot, donc salut Yannick. Voilà, donc mon mari, donc qui travaille aussi sur ces sujets-là. D'accord. Et donc qui me pose des questions. L'utopie est-elle une vérité en suspens? Là, je suis sûr que tu as une bonne réponse à nous dire parce que non, ça c'est un gros piège. Hein. Ah, c'est un piège. Raconte-nous pourquoi c'est un piège, c'est intéressant comme question. Ça pourrait être une question de bac presque, hein. L'utopie est-elle une vérité en suspens? Ouais, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille mais sur lequel je n'ai pas encore la réponse. Ah bah vas-y, on va te donner des pistes, vas-y. Non, ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est entre deux époques aujourd'hui et on est jetés dans cette époque tragique, si on voulait reprendre Sartre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on arrive justement à aller vers l'utopie, à la faire advenir, tout en étant bloqué par nos addictions? Est-ce qu'on arrive d'abord à remettre en cause l'existant, donc remettre en cause nos conforts, nos addictions, etc. Et comment est-ce qu'on arrive de l'autre côté? Voilà, donc c'est cette période entre deux qui, on le sait, les périodes entre deux, c'est aussi les périodes de chaos.
Hein, donc voilà, on voit la branche de l'autre côté, mais on peut pas encore l'attraper, donc on n'est pas prêt à... Chaos et opportunité. Et opportunité, voilà. La différence, c'est ceux justement qui ont l'audace de sortir de leur zone de confort pour essayer d'aller de l'autre côté, quoi. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable parce qu'il y a tout un jargon de la zone de confort à dépasser que je connais bien puisque je tourne beaucoup aussi dans des conférences comme toi en entreprise. Et c'est vrai qu'ils adorent les entrepreneurs et le monde de l'entreprise, très centré sur la performance, même addict à la performance parfois. Hein. Les workaholics, c'est dur à prononcer, on les trouve beaucoup dans l'entreprise. Il y a quand même une sorte de plébiscite de la zone de confort à dépasser. Moi, je le vois avec le thème de l'ambition, qui est assez fatigant. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment que on peut jamais se poser, qu'il faut tout le temps être de l'avant. Et puis l'idée d'avoir simplement une vie avec une quotidienneté pacifique, réconciliée, la quotidienneté réconciliée est interdite parce qu'on a l'impression. Donc du coup ils disent le stress en entreprise c'est pas bien, mais la zone de confort c'est pas bien non plus. Donc il y a une sorte d'injonction paradoxale. Le stress en entreprise, tout le monde sait que c'est pas bien, puisque les médecins maintenant du travail montrent que le stress chronique généralisé casse les individus, patrons d'ailleurs comme salariés. Mais à la fois la zone de confort on n'a pas le droit. Parce que faut vous bouger les gars et faut vous-même vous mettre la pression. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Ça c'est intéressant, c'est super intéressant. En fait, il y a deux choses. J'espère que je vais me souvenir de la deuxième. La première, c'est dis-la comme ça. La deuxième sera l'imperfection. La première, c'est la zone de confort. En fait, la zone de confort, c'est pas forcément hyper confortable. C'est-à-dire que c'est les routines. Par exemple, quand je suis dans ma voiture et que je suis dans les embouteillages, je suis dans ma zone de confort. C'est-à-dire que c'est pas agréable, mais c'est pas déstabilisant. C'est ce que je vis tous les jours. Et en fait, c'est ça la zone de confort. C'est tout ce qui fait notre vie de tous les jours, mais qui est pas forcément agréable. Et en fait, on pense que c'est confortable, mais il y a un moment donné où ça finit par nous péter à la figure quand même. Donc c'est une fausse zone de confort. Et c'est aussi, on nous fait croire, voilà, exactement. Et on nous fait croire que c'est bien. C'est juste très admis. En fait, c'est la norme sociale. Tout le monde les a, les embouteillages. Donc voilà. Donc en fait, c'est un manque d'ambition pour reprendre ton sujet. Et qui est très juste. Et en fait, voilà, donc c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que moi, je crois beaucoup. Donc, on dit, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller explorer des choses. Et en fait, on peut les explorer en conférence, on allait voir les conférences de Vincent ou d'autres. On peut le faire dans des stages. Ça se fait beaucoup justement dans les stages de yoga, ou dans plein d'autres choses, dans des livres, etc. Quand on est en voyage, on sort de notre zone de confort et là, on expérimente des choses, on explore. Et on se rend compte aussi que, eh bien, ça suffit pas, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, on va voir un conférencier, on va dire ah mais oui ça y est, il faut que je sorte, il faut que j'arrête, il faut que je change de comportement, et puis finalement non, on retourne en précipitation vers la zone de confort, parce qu'on appelle ça la dissonance cognitive, ce qu'on vient de nous envoyer est tellement énorme qu'on n'est pas prêt à l'admettre, c'est trop compliqué cette différence entre nos convictions et puis nos actions, alors du coup c'est trop compliqué, alors on revient en arrière. Et pour autant, sur l'histoire de la zone de confort où on exhorte à sortir de sa zone de confort, c'est clair que c'est pas facile. Et on peut aussi aller explorer et puis revenir. Et on peut explorer sur un pan et pas sur tous les pans. Personne ne nous oblige à être parfait. Il y a toujours des audacieux. C'est-à-dire que c'est pas une sortie de la zone de confort de manière définitive. Et elle n'est pas sur tous les plans. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de tyrannie de la pureté, de la cohérence, de oui, soyez des ambitieux, oui. Mais et chacun a son cheminement pour y être et on peut y être et puis à un moment donné moi je suis pas moi aussi je prends l'avion je suis pas non plus une écolo parfaite mais de temps en temps t'as quand même un téléphone portable Fairphone hein, elle a pas de smartphone avec des marques connues, c'est un truc un peu mais c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que on tétanise les gens à force de leur dire sortez de votre zone de confort, et moi j'ai la même chose sur l'écologie, à force de leur dire soyez des écolos, soyez parfaits, etc. Les gens ne font plus rien parce qu'ils se disent on sera jamais parfait. Donc non, essayons de explorer des choses. En fait, dans ce que tu dis, il y a l'idée de processus, tout simplement. On va vers, on n'est pas, la perfection devient dictatoriale lorsqu'il faut s'y soumettre. Il y a l'idée de co-construction, il y a l'idée de progression ensemble. Et même dans tes interventions, tu dis voilà, tout n'est pas parfait, mais tout est en chemin, tout bouge, tout fonctionne. Alors on a tellement de remarques qu'il faut quand même les lire parce que c'est super intéressant. Estelle qui nous dit nous avons tous conscience de nos addictions, mais comment les combattre? Facile à dire, plus difficile dans nos actes. Voilà, comment combattre les addictions de cette société. Là, tous sont un peu d'accord sur l'idée que l'addiction est un esclavagisme. Hein. L'addictisme, on pourrait presque inventer ce mot. L'addictisme, c'est l'obligation d'avoir des addictions pour avoir une identité fixée dans un monde addictif. Je crois que là-dessus, il y a quelque chose il y a déjà la lucidité
de savoir qu'on est en addiction, de le reconnaître. Et moi, par exemple, il y a quelque chose, j'ai une addiction probable. Alors, raconte-nous, Sandrine, ton addiction. Qui est quand même le numérique. Hein. J'imagine que je suis pas la seule dans ce cas-là. Ouais. Voilà. Mais moi, ce qui m'en fait prendre conscience et qui me fait essayer de le dépasser, c'est de voir mes filles me le faire remarquer. Donc, bah oui. Là, genre comment elle te signale? Bah ça va, maman, je te parle, tu m'entends pas. Ah oui. Voilà. T'es dans l'écran. Voilà. Et donc ça c'est. Quel âge elles ont? Ça. 15 ans et demi et 12. Oui, donc ça peut râler. Ça peut râler et ça peut être addict aussi. Mais du coup, voilà. Donc il y a aussi l'exemple, c'est-à-dire que on fait exemple. Donc là il y a ça. Ouais. Et l'autre chose, je crois que c'est d'avoir confiance en soi en fait. Ouais. Je pense qu'on arrive à peut-être à se confronter à ces addictions quand peut-être que c'est seulement au moment où on se dit que peut-être on pourrait en sortir qu'on en prend conscience. Je sais pas. Oui. Mais... Alors, il y en a plein qui en ont conscience. Les addictions ont touché plein de monde. Et notamment dans les années 70, c'était l'addiction pour les chanteurs de rock et les musiciens à l'héroïne, à la cocaïne. Donc là, on parle vraiment d'addiction avec des produits. Parce qu'Internet est une addiction spéciale. C'est une addiction qui est sans produit. Et ce qui a été démontré par une équipe coréenne récemment, c'est que les addictions sans produit comme Internet, eh bien, provoquent un changement de fonctionnalité cérébrale. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de produit, le cerveau a des connexions neuronales qui changent, exactement comme si on avait pris de la cocaïne ou de l'héroïne. Donc en fait, le produit n'est pas élément perturbateur biologique, c'est très intéressant. Et notamment l'addiction à Internet. L'addiction à Internet, ils ont testé sur 12 adolescents complètement accros, et en fait, il y a une dysfonctionnalité cérébrale qui se repère à l'IRM, et donc voilà. Et en fait, c'est l'addiction elle-même à ce mode de consommation sans qu'il y ait de produit. Donc c'est assez passionnant. Tous les psychiatres sont assez intéressés par ça. Mais moi j'aime bien l'idée de quotidienneté réconciliée, parce que vraiment, le point commun de tous ceux qui sont addicts, c'est une quotidienneté qui est tout sauf pacifiée et réconciliée. Ils se battent dans leur quotidienneté, ils ne veulent pas leur addiction, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont tristes et déprimés lorsqu'ils n'ont pas l'objet de leur addiction, et lorsqu'ils l'ont, ils sont euphoriques. Et donc en fait, ce qui définit même au niveau psychiatrique l'addiction, c'est le fait que notre quotidienneté se transforme. On quitte par exemple des relations sociales, familiales, un peu comme quand on entre dans une secte en fait. On se coupe de nos amis. En fait, on juge que nos amis ne sont pas assez comme nous. Par exemple, celui qui fait du running et qui est bigorexique, l'addiction au sport, va juger que ses amis sont trop mous, ne sont pas assez sportifs pour lui. Et sa famille n'est pas assez tolérante, n'est pas assez compréhensive. Et donc, on devient hermétique et sourd aux conseils de nos amis. Oui. C'est un des traits de l'addiction. Exactement comme une secte, exactement comme Daesh qui recrute nos jeunes. À un moment, exactement comme une pratique fanatique d'une religion. Tu vois. Et donc ça, c'est l'idée de quotidienneté réconciliée, c'est peut-être le but d'une sortie valable et durable de l'addiction. Enfin, tu es en paix au quotidien. C'est la vraie zone de confort, mais en fait, qui n'est pas une zone de confort. C'est un confort qui te permet de t'appuyer pour prendre position et t'élancer dans l'avenir. Parce que dans l'addiction, en fait, ce que l'on voit, c'est que l'utopie est impossible. C'est ce qu'on disait au début. L'addiction, parce que tu es obsédé par le présent, le quotidien et la dose, quelle que soit la dose que tu as à avoir, t'empêche de te projeter dans l'avenir. Et donc, c'est une sorte de boulet que tu te mets dans le présent pour te river à l'instant présent qui est vécu comme manque à combler, et tu y penses tout le temps. Donc, il y a vraiment une sorte d'invasion de la pensée en disant j'ai besoin de ma chose pour et donc c'est bien que des jeunes puissent par effet miroir à leur maman dire non, là attends, c'est trop, tu coupes le quotidien. Le quotidien, c'est de me parler, j'ai 15 ans, j'ai des choses à dire, il y a un temps de socialisation maman que tu dois avoir, et non, tu ne peux pas être dans tes écrans. Donc elle te rappelle à l'ordre dans l'idée que attention, le quotidien dérive vers quelque chose qui est enfermé sur toi-même et qui n'existe pas et qui sépare en fait. Et alors, le cheminement, Pascal, être ou avoir conscience de notre déni ne suffit pas toujours pour sortir de notre zone de confort. Avez-vous des outils et des conseils pour sortir de cette fausse zone de confort? Est-ce que tu as des outils et des conseils? Moi, par exemple, quand je pars, donc pour reprendre cette addiction numérique, en fait, d'abord je marche. Donc après, il y a la nature, mais il y a aussi le retour au corps, le retour à l'isolement. Et quand je pars en voyage, en itinérant, je coupe tout, j'ai rien du tout pendant 5 semaines, en fait. T'arrives à faire ça? Ah oui, mais avec un plaisir en plus, avec l'impression de retrouver la liberté, la confiance en soi, et de se reconnecter à l'humanité. Après, c'est aussi très lié au voyage, mais... Ouais. Qu'est-ce qui te manque quand même? Il y a pas de manque ou pas du tout? Aucun. Ah oui. Aucun.
Donc t'es pas addict en non. fait. Hein. C'est impressionnant. Vous pourriez couper la technologie pendant 5 semaines, je sais pas. Jean-François. En dehors de son quotidien, parce que je suis en voyage. Oui, c'est ça. C'est une parenthèse. Jean-François, le mécanisme de dictature et d'addiction sont très proches. Intéressant. Donc on voit bien qu'il y a l'idée effectivement d'un conditionnement dans l'addiction. Ah mais complètement. C'est la soumission volontaire. La servitude volontaire de la Boétie. Accepter la réconciliation de nos contradictions, demande Yannick. Lionel, Liliane, excuse-moi. Les injonctions sont les complices des addictions. Intéressant. On retrouve toujours cette idée. C'est intéressant, il faudrait que tu précises, Liliane. J'aimerais que tu précises ta pensée. Prenez le temps de venir vous évader en Lozère, nous dit Hubert. Ah, toi, c'est la Lozère. Randy, les addictions apportent du bien-être, faut pas l'oublier. Et ça, c'est ce qui fait que c'est dur de s'en défaire. Alors, il y a un très beau mot. J'aime beaucoup la langue allemande. Il y a un très beau mot en allemand. Le mot drogue en allemand se dit Rauschgift, qui veut dire poison d'ivresse. Poison d'ivresse. Et voilà. Et tout est dit. Eh oui, tout est dit. Et d'ailleurs, je parlais du running en parlant de la bigorexie. Le running provoque ce que les Anglais appellent le running high. Et le running high, c'est quand vous planez parce que vous avez des endorphines qui sont sécrétées et donc vous avez un état plus les substances comme le cannabis dans le cerveau. Tu sais qu'on a ce truc-là, cannaboïde, cannabisoïde, bon bref. Et donc on a toute une alchimie, ils appellent ça le running high, c'est-à-dire vraiment l'état d'apesanteur, de légèreté et de bien-être que provoque le fait de courir. Et du coup on est compulsif et surtout on développe une mauvaise image de soi, un peu comme dans la boulimie. On a l'impression qu'on est trop gros alors que les mecs ils sont super secs, ils passent leur temps à courir tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes et ils se considèrent toujours comme étant trop gros, devant faire du sport. C'est le problème des addictions, c'est que ça nous baisse notre confiance en nous. On a l'impression qu'on n'a plus de pouvoir d'agir en fait. Et en fait c'est terrible parce que ça se répercute sur tous les autres sujets après. Ce manque de confiance et donc voilà. Exactement. De liberté. Jacques, qu'y a-t-il à prendre des sociétés primitives ? Tous les grands créateurs sont retournés aux sources pour faire jaillir du nouveau. C'est intéressant. Il y a l'idée de solution qui s'esquisse dans vos commentaires. Quels sont les outils ? Il faudra peut-être en parler. On n'a peut-être pas l'outil qu'il faut, mais on peut essayer de réfléchir. Et l'idée des sociétés primitives, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a peu d'addictions. Et d'ailleurs, quand l'alcool est venu, ça a fait des ravages parce qu'ils n'avaient même pas l'usage de l'addiction. Mais est-ce que l'addiction, c'est pas une recherche du bonheur en fait ? Est-ce que c'est pas un manque de quelque chose ? Voilà. Alors on a évoqué ça dans notre premier balbutiement sur le thème et on va tourner autour de ça. L'optique psychanalytique nous dit que c'est le manque de la mère, le manque, etc. Parce que du coup, c'est peut-être aussi pour ça que les sociétés primitives n'en avaient pas. Parce que, et qui s'étaient liées à la nature. Eh oui, connectés. Jean-François, saviez-vous que la ville de Las Vegas, la ville qui symbolise le plus les addictions, a été développée initialement pour accommoder les premiers touristes qui voulaient s'enivrer des feux d'artifice de la bombe atomique pendant les essais des années 50. Super intéressant. Effectivement, le spectacle hors norme qui devient le centre du jeu et de toutes les addictions. Alors l'addiction au jeu, on en a parlé, mais c'est terrible. Peut-être une des métaphores de l'addiction du jeu que j'ai lu récemment, moi j'aime beaucoup le jeu d'échecs. Il y a un grand champion de jeu d'échecs, un grand maître, qui s'appelle Xavier Tartakover. Et Xavier Tartakover, qui était quelqu'un de flamboyant, ambitieux, démonstratif, il brillait, on l'appelait même Tarta Caviar, parce qu'il adorait les soirées mondaines. Et le pauvre, il a fini sa vie, alors après avoir joué contre les plus grands de façon audacieuse, etc. Et à la fin de sa vie, il était dans un club d'échecs parce qu'il avait un comportement irritable et irascible, et du coup, personne ne l'aimait vraiment. Il avait beaucoup d'humour, mais il se mettait en inimité avec tout le monde. Et donc, on le voyait dans un club d'échecs parisien, attendre que quelqu'un puisse jouer avec lui pour quelques sous, pour acheter un casse-croûte, parce que tout son argent c'était de l'addiction au jeu, au casino, à la roulette qu'il passait, et même les coupes et les médailles qu'il avait gagnées dans ses tournois de joueurs d'échecs, eh bien ça passait au casino. C'était absolument tragique. C'est intéressant de voir que voilà, pour lui le jeu d'échecs, il avait une phrase très intéressante, il disait il ne faut pas consacrer sa vie au jeu d'échecs, ce n'est qu'un jeu, le réel n'est pas là. Et lui, il a carrément gâché sa vie dans cette addiction folle. Il dit aussi quelque chose d'intéressant, Tartakover, il est connu pour ses mots d'esprit. Il dit, la tactique au jeu d'échecs, c'est trouver le bon coup lorsqu'il y a quelque chose à faire. Mais la stratégie, c'est trouver le bon coup lorsqu'il n'y a rien à faire.
La stratégie, vous savez, il n'y a pas de bon coup et vous devez inventer le meilleur coup. Et donc là, c'est se projeter en avant. Alors que la tactique, il y a un bon coup, il faut juste le trouver. J'ai l'impression que dans l'addiction, il y a une sorte d'abolition de la stratégie. On n'est plus dans le long terme. On sait que les conséquences de notre addiction vont être néfastes sur le long terme. Mais le court terme, la tactique, alors là, pour trouver notre dose, on est très fort. On est prêt à tout. D'ailleurs, on est prêt à mentir, à voler, etc. dans certaines addictions. C'est-à-dire qu'on est obsédé par la tactique. Il y a un bon coup à faire maintenant, et donc je vais le trouver, et le bon coup c'est de me faire plaisir, mais par contre sur le long terme, les conséquences néfastes et les conseils de nos amis, on ne peut plus les écouter, on perd la stratégie dans l'addiction. Et dans l'utopie, comment se situe la tactique opérationnelle sur le terrain et la stratégie de long terme? Il y a de la vision dans l'utopie, est-ce qu'il y a de la tactique aussi? En fait, dans l'utopie, moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a... Le long terme, c'est l'objectif. Et sur cet objectif, il faut être très ambitieux. Et là, il faut être très radical. Il faut rêver très radical. D'accord. Et il n'y a rien à négocier. C'est un air pur pour ses enfants, point barre. C'est pas moitié d'air pur, c'est ça. Génération future, ça se négocie pas. Non, comment on peut négocier sur quoi? On se donne 50% d'enfants asthmatiques? Je vois pas de négociation possible. Donc en fait, l'idée, c'est d'être vraiment sur des objectifs ambitieux. Par contre, sur les moyens d'y arriver, c'est peut-être là où on est sur la tactique, il faut être extrêmement pragmatique dans les moyens. C'est-à-dire qu'on s'interdit rien. Il n'y a pas de bonne stratégie. De toute façon, on ne peut pas le savoir, puisque toutes les utopies qu'on lance, forcément, on est les premiers à les expérimenter. Donc, il n'y a pas de bonne solution. On est juste en train explore. On explore. C'est la même chose sur les panneaux solaires. Ils ne sont pas parfaits dès le départ, mais ça ne nous empêche pas de continuer à y travailler. Et en fait, il faut vraiment être sur cette notion de... moi, j'aime bien cette idée d'avoir de la stratégie, de la vision long terme, et en même temps d'être extrêmement pragmatique et opportuniste. Ça aussi, dans le genre mot tabou comme l'ambition. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire que... tout est bon à prendre. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de process, il n'y a pas de gens plus responsables que d'autres, il n'y a pas de valeur au-dessus du reste. En fait, il faut être très tactique. Mes amis, c'est passionnant. On a une demi-heure, on a encore 1 heure ensemble, hein, et vous avez explosé le score des messages. Ils sont géniaux en plus vos messages. Donc, excusez-moi, je vais pas tous les lire, mais je vais essayer d'en glaner quelques-uns. Mais continuez de nous envoyer des messages et de participer à la discussion. Beaucoup de grands champions d'échecs ont mal fini, dit Jacques. Liliane, les injonctions intimes comme sociétales nous empêchent de douter. Le doute est nécessaire à l'homme pour donner du sens à sa vie. Mais aujourd'hui, il ne faut pas douter, entrer dans un rythme de réussite. Intéressant, cette idée du doute qui permet les ajustements, justement, tactiques et stratégiques, et là, il faut foncer. En fait, c'est la différence entre un utopiste et les autres. Un utopiste, il a des convictions, mais il n'a pas de certitude. Et donc, le doute est permis, au contraire. Le doute fait partie des utopies, le doute fait partie des... Si on n'était pas capable de supporter le doute, on ne serait pas utopiste. Très intéressant. Ouais. Jean-François, pour les Amérindiens, le tabac est devenu cancérigène quand il a été consommé que pour le plaisir et qu'individuellement. Alors que consommé en groupe, il retrouve son aspect sacré. Ça, c'est génial. Très bien, Jean-François, parce qu'il y a l'idée de rituel, il y a l'idée de collectivisation. Et ce qui empêche l'addiction, finalement, c'est l'idée qu'on collectivise le plaisir partagé. On le ritualise, on l'encadre dans des règles immémoriales. Alors que dès qu'il s'agit d'être un consommateur individualiste, du coup, la boulimie est possible en dehors de tout contrôle. Le propre de l'addiction, c'est qu'on sort des contrôles de la communauté. Quand je t'ai dit, il y a un repli. On se met d'ailleurs entre communautés qui prennent les mêmes substances. Après, il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cet exemple de ce week-end, d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal avec la fumée de cigarette. C'est physique. Je n'aime pas cette odeur, j'ai l'impression qu'elle est toxique. C'est comme ça et j'y peux rien. Et en fait, il se passe aujourd'hui un phénomène qui fait qu'on se désocialise aujourd'hui quand on est avec des gens qui fument beaucoup, puisqu'ils vont fumer dehors, donc on se retrouve seul à table. C'est-à-dire que ça se sépare, mais effectivement, comme tu le disais, ça recrée des communautés. Et donc, du coup, il y a une en fonction des endroits où ils sont, du coup, qui est hors de la norme et qui les addicts deviennent la norme, en fait, et les autres ne le sont plus. Et donc, ça les conforte dans le fait que ce n'est pas une addiction et que ce n'est pas un problème. Très intéressant. Randy qui nous dit « Je suis addict en majuscule à ma cuillère de miel dans mon café. Grâce au miel, je me suis séparé du sucre. » Oui, alors c'est 2 fois plus sucré le miel que le sucre, mais c'est intéressant. En tout cas, on est dans la nature. Super commentaire, j'aime bien. L'addictif recherche la punition paternelle, non ?
Le joueur, ah oui. C'est quoi? C'est Dostoïevski, le joueur? Oui, je pense que c'est Dostoïevski. L'addictif recherche la punition paternelle. Je sais pas. Alors je sais pas non plus, mais c'est intéressant. On prend tout, on prend tout. L'histoire du flash de l'addiction, oui. Le thrill pour le joueur, le frisson qui rend accro. Nathalie, Internet pourrait être l'addiction au manque de relations actuelles. Il y a cette idée de compensation un peu sur Internet. Comment, toi, en voyant l'utopie et même la désobéissance vers laquelle aussi tu aimes bien réfléchir, comment tu vois l'outil Internet et l'addiction possible à Internet, l'enfermement dans cet écran, dans ce virtuel? C'est comme quand on disait la société de consommation, société de consolation, c'est un peu la même chose avec Internet. Intéressant. On se console effectivement d'un manque de quelque chose. Et après, on en revient toujours à la réconciliation et à l'équilibre. Et moi, je crois beaucoup justement au fait qu'on doit Alors pour moi, le numérique est vraiment un outil formidable, à mon sens, de partage et de belles choses. Mais je pense qu'on doit se réconcilier avec nos 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on est un être individué, on a notre moi profond, et on est un être social, on l'a beaucoup oublié, et on est un être de la nature. Et en fait, le problème, c'est qu'on s'est un peu focalisé sur l'individuel, et on a oublié les deux autres partie de notre identité, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui a créé des addictions aussi. Et on le voit bien, dès qu'on revient au lien social, on consomme moins. Enfin, moi j'ai l'impression depuis que je m'investis dans des mouvements citoyens, j'ai beaucoup moins besoin de faire les magasins et de faire les soldes. C'est quoi? Parle-nous un peu de ces mouvements citoyens qui sont peut-être une des clés pour sortir des addictions. C'est peut-être justement l'investissement politique au sens large du terme. Oui, citoyen. Alors, j'en ai un quoi? que j'aime bien. Vas-y. Un jour j'ai posté sur Facebook, donc le numérique. Un dimanche matin, un post qui disait, j'avais vu ça en Hollande ou en Belgique, je rêve d'aller tchatcher autour d'un grille-pain à réparer. J'ai mon grille-pain qui a grillé ce matin, et je sais qu'il existe des Repair Café, on pourrait faire ça. Qui a envie de faire ça à Nantes, puisque je suis de Nantes? Et donc j'ai une amie que j'ai découvert par le numérique, qui m'a mise en relation avec d'autres personnes que je ne connaissais pas sur Nantes, et 2 jeunes femmes, et nous nous sommes retrouvés et on a créé cet atelier de réparation. Et c'est absolument génial, parce qu'on se rencontre en intergénération avec des gens qu'on ne connaissait pas, dans des quartiers dans lesquels je n'allais pas. Des retraités je me souviens de Jean-Pierre, donc qui est venu et qui nous dit, il paraît que vous cherchez des bricoleurs bénévoles. On lui dit bah oui, installez-vous. Je vais chercher mes boîtes à outils dans ma voiture. Il dit je serais bien mieux là qu'avec ma femme devant la télé. Voilà. Et en fait, et on recrée, et donc la télé addiction aussi. Alors celle-là, c'était la mienne quand j'étais petite. Ah oui. Et et ça c'est intéressant. Dès qu'on recrée du lien, on revoit l'intérêt d'être ensemble, de bidouiller, d'être les mains aussi. On a perdu aussi le lien matériel. Et je pense que l'intellectuel aussi nous rend addicts. Enfin voilà, on va d'internet de site en site, et là d'être les mains dans le. C'est vrai que j'ai sous-estimé aussi l'intérêt de remettre les mains dans les objets en fait. Le manuel, le conduit, la terre. Le pouvoir, le contrôle sur le produit, se dire je peux souder, je peux réparer un grille-pain. C'est un truc assez jouissif, assez énorme. C'est extraordinaire. D'ailleurs, soudeur, c'est un métier, il y a beaucoup de demandes. Vous savez qu'ils sont en train de refuser parce qu'ils trouvent pas de soudeur. Ça peut être très bien payé, surtout dans le nucléaire, c'est 4 000, 5 000 euros par mois. Et voilà. Donc effectivement, on valorise. Je dis ça, mais c'est une anecdote, mais c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée que le manuel et que les bacs professionnels sont dévalorisés par rapport aux bacs généraux, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande demande de manuels. On est dans un truc hyper cérébralisé, et on oublie que la noosphère, c'est-à-dire l'intelligence collective de l'humanité, je reprends le mot de Pierre Teilhard de Chardin, que vous connaissez, il invente ce mot dans les années 20, il invente l'idée de la noosphère, qui est le complément de la biosphère. La biosphère, c'est l'ensemble de la masse vivante sur la Terre, la noosphère, c'est l'ensemble de la masse intelligente sur la Terre. Nous, c'est l'esprit en grec. Et donc la noosphère, c'est plus on pense, plus on communique, plus il y a Internet. Il pense ça en 1920, mais il dit l'être humain l'intelligence est en voie de planétisation. En 1920, il avait déjà pensé la mondialisation, même s'il donne un terme beaucoup plus spirituel. Pour lui, la planétisation, c'est justement l'unification de la noosphère. Plus on est nombreux, plus on pense ensemble, plus on discute ensemble, plus on échange, plus on met des traces mnésiques dans les traitements de l'information, dans les mécaniques qui permettent de garder la mémoire, plus on unifie la noosphère, c'est-à-dire plus
plus on augmente la conscience générale. C'est une vision extrêmement intéressante. Peut-être que la sortie de l'addiction personnelle, c'est de participer à la biosphère en tant qu'être vivant, les mains dans le cambouis, et à la noosphère en tant qu'être pensant. En fait, c'est s'inclure dans un ensemble. Mais le risque, est-ce que c'est pas du coup de se dissoudre, par thérapie contre l'addiction, de dissoudre sa propre identité dans une identité plus générale? Alors quand c'est l'être humain, ça va, ça s'appelle l'humanisme, mais quand c'est la race, ça s'appelle le nazisme. Et ça marche. Et ils étaient très heureux, les nazis, ensemble, petite coupure, excusez-moi. Donc voilà, l'idée de l'individu qui seul est livré à ses addictions, mais qui, dans le groupe, va être addict à quelque chose de supérieur au groupe, comme la race ou comme une idéologie, c'est aussi très compliqué. Mais en fait, il y a deux autorités auxquelles on se soumet, c'est l'autorité qui vient d'en haut et l'autorité du groupe. Ouais. Et il y a plein de recherches là-dessus, on voit justement les effets de groupe, mais plus il y a de gens et plus on perd en fait notre individualité. Donc il faut que ce soit le groupe, oui, pour vivre ensemble, pour faire des choses ensemble, mais pas pour suivre une pensée de groupe. C'est ça. Il faut toujours garder en fait cette liberté personnelle et ouais. Très intéressant. On reprend encore des petits commentaires qui sont savoureux et qui nous font aller plus loin. Alors, Giovanni, coucou Aude, bon d'accord. Oui, et il arrive un moment où on se détache, les arcanes du cerveau sont parfois indéfinissables, on ne peut expliquer philosophiquement ce sur quoi la science bute, très bien. Imen qui nous dit, l'addiction devient un moyen de production... Oui, tu prends des notes, c'est bien. L'addiction devient un moyen de production du sens, ce qui fait une approche phénoménologique. Sur le plan politique, les gouvernements, la première chose qu'ils font, c'est de rendre leurs armées spécifiques addicted pour garantir leur soumission. La catastrophe, c'est qu'actuellement, le gouvernement utilise l'addiction pour contrôler leur peuple. Quel futur pourra être pour nos enfants? Waouh. T'es à fond, Imen, continue, hein, on te suit. Ou le rituel passager et non journalier, Diana... Vivre est un arrachement sublime mais vertigineux. L'addiction nous propose un attachement ici-bas, une sédimentation au temps, un projet malgré nous. L'addiction nous prend en charge, nous berce, ça c'est génial, nous tue. Ça c'est magnifique, Diana, quelle belle façon d'écrire. L'addiction nous prend en charge, nous berce et nous tue. Il y a quelque chose de sectaire dans ça aussi. L'idée de prise en charge de la quotidienneté et l'idée que c'est mortifère, mais on le voit même pas venir et que ça nous coupe des autres, de la famille, de nos rythme quotidien. Je reprends l'iPhone à la main. C'est absolument génial. Vous êtes hyper inspiré. Si tu as quelque chose à dire. Si, j'ai des choses à dire. Vas-y, alors vas-y. Non, on vous lit après. Je les note parce que j'ai peur de... Je pense que, je sais plus, t'as dit des choses qui m'ont fait émerger ça, mais je crois que dans les éditions, il y a la peur d'avoir mal. En fait, et d'avoir mal en se mêlant au monde, d'avoir mal... T'as loupé une explosion de... Oui, on est d'accord. D'accord. Et du coup, on se réfugie dans cette espèce de parenthèse totalement artificielle et on oublie toute lucidité parce que vraiment, il y a cette peur et même cette peur de se dissoudre dans le groupe, enfin, tout ce que tu disais là. Il y a vraiment cette peur. Et du coup, on a l'impression de contrôler quelque chose en étant dans l'addiction. Mais voilà, on contrôle rien en fait. On est contrôlé. Si, quelque part, on contrôle puisqu'en fait, on sait exactement ce que l'addiction nous fait. Donc en fait, ça reste dans un truc très géré. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est sur l'histoire de la prise en charge, c'est super intéressant. Moi, ça me fait très très peur ce qui se passe parce qu'en fait, on est dans l'assistanat total. Et du coup, on prend en charge tout ce qu'on devrait faire. Et effectivement, on est rendu addict à ça. On ne sait plus prendre une seule décision, quoi. On nous dit ce qu'il faut manger, 4 légumes par jour. 5, c'est 5. 5, pardon. On nous dit à quoi il faut se faire vacciner, enfin, etc., etc. Et du coup, on est complètement... du coup, on est addict à l'autorité puisqu'il s'occupe de tout. Il nous décharge. Oh, c'est beau. Donc, addict à l'autorité. Alors c'est pour ça que j'appelle tous nos internautes qui essaient de philosopher tous ensemble des indisciplinés. C'est le mot qu'on a trouvé parce que voilà, vive l'indiscipline. Nicolas, l'addiction est cyclique. Ce qui est intéressant pour s'en débarrasser est de comprendre ces petites choses qui la déclenchent. On peut retomber dans l'addiction lorsqu'on se sent mal ou inversement. Trop bien. Un peu comme si notre corps plébiscite un retour à l'équilibre. Très intéressant, Nicolas, à creuser. Liliane, remplacer un manque par un manque, on n'avance pas. Il faut diriger cet outil numérique. Elle parlait d'addiction au numérique. J'ai du retard dans vos posts. La punition du père, psychanalytiquement, bon,
Ça, c'est intéressant aussi, mais alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les posts récents? Alors, Jean-François, voir aussi le livre... Fuite, ouais. Comment? L'éloge de la fuite. L'éloge de la fuite, dit Jacques, de Henri Laborie, bien sûr. Le livre L'homme raisonnable de Lionel Nakache. Julien, il faudrait une formation intellectuelle et une formation manuelle, car sinon quelqu'un de manuel va développer une addiction corporelle par manque et inversement. Waouh. L'autorité du groupe, c'est l'anti-civilisation, c'est historique comme phénomène. La peur est une drogue très forte. Très intéressant, ce que dit Jean-François. Tu viens de rentrer, Gérard, bienvenue. Impression de contrôle, oui. Julien, je me coupe les cheveux moi-même. Maintenant, je ne suis plus dépendant des coiffeurs. Très marrant, très sympa. Ça commence comme ça. Voilà. J'ai vu les derniers commentaires. Je me demande si on n'est pas un peu dans la bien-pensance, Gérard. Voilà, précise ta pensée. Addiction à l'autorité devient irresponsable. La bien-pensance, c'est pas de désobéir, c'est pas de critiquer le capitalisme, et c'est pas de critiquer un mode de vie où on serait juste des petites entités de détresse, des unités de détresse, comme dirait François Châtelet, à avoir notre cam. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien avec l'Euro 2016. Il y a aussi une addiction non seulement au sport, la bigorexie, mais une addiction au spectacle du sport. Et ça, le foot nous montre vraiment des scènes où ce qui peuvent aller jusqu'à la violence, la jouissance de la confrontation, la peur de perdre, la peur. On a affaire là à un spectacle vraiment, moi, qui me glace un peu le sang. Qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène-là? C'est un autre truc, moi, hyper médiatisé. Ouais, c'est une sorte. On en revient un peu à l'addiction à l'autorité et justement d'avoir besoin de quelqu'un qui veille sur nous. Il y a un côté très viril, en fait. Et c'est une autre forme d'addiction, mais tout ce qui sont des signes de la virilité, de la supériorité. Alors ça y est, là, tout le monde va mettre ses drapeaux bleu, blanc, rouge. Bon, moi, j'ai un peu de mal avec ça, en fait. J'ai du mal. Alors, j'ai lancé une fois l'idée que les équipes devraient être mixtes. Ouais. Et que même si les femmes sont peut-être moins costauds, ceci dit, on en trouvera des très costauds, elles ont des choses à faire peut-être. Pourquoi on va séparer les équipes? Au jeu d'échecs, hommes et femmes peuvent se combattre depuis peu de temps. C'est Judith Poglard qui disait à Kasparov, maintenant c'est toi le prochain sur la liste. Elle avait même pas 16 ans et elle a réussi à l'éclater, donc il n'y a pas de problème. Elle était traitée de singe savant par les hommes au jeu d'échecs et elle a fini par s'imposer comme une des plus grandes championnes mondiales. Et donc voilà, et donc ça c'est révoltant. C'est-à-dire que quand je dis ça, j'ai dit ça une fois à RTL et une fois sur François, tout le monde se lève en disant mais c'est pas possible qu'il y ait des équipes féminines, c'est possible, mais pas mixtes, pas des femmes mélangées à des hommes. On voit bien par ce réflexe qu'il s'agit en fait d'un truc d'exultation de la phallocratie ambiante, grosso modo. On voit bien les scènes que ça peut. Alors la bêtise se mondialise aussi, dit Jacques. Tu as raison. La planétisation, ça peut être aussi la planétisation de l'idiotie. Géraldina, dans un groupe, on peut se diluer et ne plus exister en tant qu'individu, c'est aussi ce que recherchent les managers. Les managers ayant eux-mêmes peur de se dissoudre dans le groupe. C'est intéressant. Ce qui explique pourquoi ils essayent de maintenir un management par l'autorité plutôt que par toute l'intelligence collective qu'on connaît aujourd'hui. En fait. Toi, tu es confronté à ces managers. Tu as vraiment deux catégories. Tu as ceux qui veulent vraiment changer et qui sont ouverts d'esprit et qui recherchent et qui enquêtent. Et tu as ceux qui font semblant quand même. Oui, mais ça se voit très vite, en fait. Alors, à quoi tu repères celui qui n'est pas vraiment addict à un changement qui serait profitable pour tous? Ils sont pas capables de lâcher prise, en fait. Ah oui? Ils sont pas capables de lâcher prise sur, par exemple, quand on imagine des réunions qui sont gérées différemment, des stratégies qui sont on va dire, co-construites avec le groupe. Il faut avoir confiance dans les autres. Et il faut lâcher le pouvoir. Il faut aussi avoir confiance en soi pour se dire, parce que c'est aussi des gens qui se disent, une fois que j'ai lâché l'autorité, c'est quoi ma compétence? Donc c'est aussi, ça veut dire que leur compétence ne tient qu'à ça, qu'à l'autorité. Leur identité même parfois. Donc on les repère assez vite. On les repère assez vite. En général, ils vont pas très loin dans le processus d'intelligence collective. Et donc, dans l'addiction, alors j'ai joué au foot, nous dit Nathalie, mais il y a aussi la rivalité entre hommes et femmes, c'est bien. Elle peut montrer ses pieds nus, Sofiane. Alors Sofiane, il arrive, il débarque, il est complètement allumé. Faut arrêter le cannabis, Sofiane. Je suis curieux, qui parle quand vous dites il faut? Il faut. Non, t'inquiète pas, on n'est pas des donneurs de leçons. On cherche avec vous d'ailleurs. On est en discussion avec vous.
on confond pouvoir et responsabilité. Je pense que Liliane répond à ce que tu disais. Moi, j'ai envie de vous parler sur l'addiction d'un épisode que j'ai vu récemment. C'est Buffy contre les vampires. C'est une des addictions que j'avais quand j'étais plus jeune. Et dans le 10e épisode de la saison 6, toute la saison 6, en fait, est fondée sur le personnage qui est ami de Buffy, qui s'appelle Willow. Willow Rosenberg. Et Willow, elle est addicte à la magie. Elle est addicte à la magie et ça devient presque l'arc narratif complet de la 6e saison. Et d'ailleurs, elle est tellement addicte, et c'est très intéressant, c'est qu'elle va devenir la pire méchante. Elle va devenir méchante et hostile parce qu'elle est dans la frustration et dans la tristesse. Et tout le problème, évidemment, il y a une grande comparaison avec l'addiction à la drogue. Addicte à la magie, elle fait des abus de magie et elle devient la grande méchante. J'ai l'impression que le mal, au sens presque, je dirais, métaphysique du monde, vient d'une addiction. Parce que lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on se trompe, on peut rectifier son erreur. On n'est pas addict à ça. Il n'y a pas de désir, dirait Freud. Mais lorsqu'on enchaîne ces erreurs, parce qu'on y trouve un complément en termes de plaisir, en termes de jouissance. Là, on s'enfonce dans le mal. Alors, je ne sais pas si c'est de la bien-pensance, Gérard, tu me diras, mais j'ai l'impression que l'addiction est à la racine de la violence généralisée. L'addiction à la conquête, par exemple, a fait beaucoup d'impérialisme et la colonisation et beaucoup de les conquérants sont addicts à leur conquête, que ce soit Alexandre le Grand ou Hitler, il y a une addiction au pouvoir qui est extrêmement forte. C'est la pire, je trouve. Et ce que tu décris des managers, toute proportion gardée, il s'agit aussi d'une addiction au contrôle. Est-ce que toute addiction n'est pas une addiction au contrôle qui finit par nous contrôler ? C'est-à-dire que dans l'addiction, il y a l'idée que je vais contrôler mon addiction, je vais m'organiser. D'ailleurs, les addicts, par exemple, au running, changent d'équipement et ont des plages d'entraînement très précises. Et ils vivent comme une insupportable frustration dès qu'on modifie par l'imprévu, par l'inconnu, par la rencontre, leur organisation du temps. Il y a toujours, dans l'idée de l'addiction, quand elle est prise en charge et assumée par l'individu, une organisation méthodique du temps. Je prends ma dose temps, je regarde mon match temps, je cours temps et temps. Et tout ce qui est de l'ordre de l'aléa, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'inspiration, sort de l'optique du contrôle. L'addict, c'est celui qui est addict au contrôle et qui se fait contrôler par le contrôle qu'il induit. Il y a une sorte de truc de folie là-dedans. Qu'est-ce que ça t'évoque dans les gens que tu rencontres et les structures que tu vois ? Moi, je crois que l'addiction au pouvoir, c'est la pire, en fait, parce que elle a des conséquences sur tout le monde. Donc, c'est terrible, j'ai l'impression. En plus, quand on regarde le pouvoir politique, je pense qu'il corrompt. Je pense que personne qui arrive en haut n'y arrive par hasard. Il faut une certaine dose de... C'est Boris Cyrulnik qui dit que c'est des pervers narcissiques pour en arriver à ce niveau-là. Mais oui, l'addiction au pouvoir, ça me paraît être notre pire cauchemar en ce moment, en fait. Si on pouvait se débarrasser de celle-là, à mon avis, on s'en porterait mieux. Et ce dont tu parlais là sur le côté technique et organisé, ça me fait penser à quelque chose, c'est que toutes les grandes tyrannies, en fait, elles ont toujours mis en place beaucoup de techniques, beaucoup de rationalité. Je veux dire, quand il y avait... par exemple, sous Hitler, c'était très... on se posait plus la question du sens. Ce qu'on se posait la question, c'est comment faire les choses de manière efficace. Et en fait, ça empêche de penser et ça empêche l'émotion. Parce que l'émotion, mine de rien, elle leur posait beaucoup de problèmes. S'ils n'ont pas fait ça comme ça, sans que ça leur pose des problèmes émotionnels. Bien sûr. Et même quand, par exemple, on sait très bien que les pompiers, quand ils arrivent sur des lieux d'accident, pour arriver à gérer l'émotion qui est très difficile par rapport à ce qu'ils voient, ils se réfugient dans la technique et dans l'organisation et dans quelque chose. Et ça leur permet de tenir, en fait. Donc il y a quelque chose dans l'ordre de l'organisation qui est très... qui aide, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup, par exemple, d'addicts à l'héroïne dans les années 70, je parlais des rockers, qui ont été virés de grands groupes parce qu'ils étaient addicts. Parce que avoir un groupe de rock, c'est faire des tournées, c'est faire des répétitions, c'est hyper organisé. Ils ont beau être un peu hippie et s'amuser, c'est hyper organisé. Miles Davis a renvoyé John Coltrane parce qu'il était addict à l'héroïne. Après, il a fait une cure et il est allé voir Thelonious Monk. Mais voilà, on en a plein comme ça. Il y a aussi, je crois, un bassiste, un guitariste du groupe Crazy Horse qui s'appelle Danny Whitten. Et lui, pareil, il a fondé ce groupe et en 72, il a dû sortir du Crazy Horse parce qu'il était addict à l'héroïne aussi. On a Keith Richards des Rolling Stones, pareil, qui on lui dit au revoir aussi. Enfin, il a une existence erratique par son addiction à l'héroïne.
Au bout du compte, ce qu'on voit, c'est que, si je dois résumer, dans l'addiction, il y a un mode de vie erratique qui se met en place. On devient complètement accro, on se désocialise, on perd ses repères. Donc, il y a cette idée d'une errance. Et à la fois, il y a l'idée d'une organisation rigide. On devient de plus en plus rigide sur le temps. On perd son jeu. J-E, presque entre parenthèses, U. On perd le jeu, sa capacité ludique à organiser sa vie. Jean-François dirait à danser le chaos. Et à la fois, on reste dans quelque chose de rigide. Il nous faut notre drogue, il nous faut notre cam. J'aime beaucoup cette idée que tu développais aussi dans l'idée de la radicalité du rêve pour l'utopiste. Radical dans le rêve et pragmatique dans la tactique. Au niveau de la stratégie, on est radical. Au niveau de la tactique, on est... j'ai l'impression que ça s'inverse dans l'addiction. J'ai l'impression que la radicalité, elle devient tactique dans l'addiction. J'ai besoin de ma dose et il n'y a pas à discuter. Mais par contre, au niveau du rêve, de la projection, c'est pragmatique, c'est erratique. Ouais, c'est un espèce de délire logique en fait. C'est-à-dire qu'ils sont, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très logique, comme tu le dis, dans l'organisation, dans le truc, et ça leur paraît très très sensé. Mais en fait, il n'y a pas de sens. Dans ce que dit Catherine, c'est intéressant. Regarde, là, vous êtes déchaînés, mes amis, mais c'est super. On passe un bon moment, hein. Encore une demi-heure. Vous imaginez le plaisir qu'on a là à philosopher vraiment tous ensemble. On répond à vos remarques et ça, hop, ça repart. Catherine, on ne devient pas addict par hasard. Ce sont des profils particuliers. Pour les addictions à des produits, il s'agit de la rencontre d'un individu et d'un produit dans un environnement particulier. Alors, oui, le syndrome d'hubris, l'ivresse, etc. On en perd son jeu, dit Jean-François. Sophie, l'addiction est une dépendance, mais toutes les dépendances ne sont pas des addictions. Intéressant. L'addiction est une dépendance, voilà, exactement. En fait, ce qui spécifie l'addiction, c'est précisément que c'est une dépendance qui transforme la quotidienneté et surtout que l'individu veut s'en débarrasser. Parce que ça, c'est intéressant. On peut être dépendant et assumer sa dépendance. Mais l'addict, il essaye de faire des cures de désintoxication, il voit que sa vie part en vrille, il essaie de se reprendre et il n'y arrive pas. Parce que quand il arrête l'activité addictogène, il est triste, déprimé, en manque, irritable. L'irritabilité, la colère vient aussi. J'ai pas ma dose, j'arrive pas à me tenir. Et donc, l'addiction est une dépendance dont je veux me débarrasser, et qui induit un vrai déplaisir lorsque je me débarrasse, lorsque je l'ajourne, cette activité, je suis triste, maussade, irritable, déprimé, et lorsque je reprends mon addiction, tous ces symptômes négatifs sont levés, et je retrouve mon bien-être éphémère. Donc ça, c'est important, tu as raison, Sophie, de bien préciser que c'est une dépendance particulière. C'est inspirant de nous écouter. Ça, c'est Jean-François. Merci, Jean-François. Estelle, Jean-François, on fait un petit balbutiement quand tu veux, sur l'addiction. Plus on créera de nouveaux besoins, plus nous entretiendrons l'addiction. Intéressant, cette fabrique de besoins. Et ça, il y en a, c'est fou. Et c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'il y a aussi un truc, c'est que on a désappris l'effort, en fait. Et donc du coup, effectivement, comme tu dis, c'est éphémère. À un moment donné, il faut un effort pour y arriver. Donc est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'en sortir? Je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est la notion de temps. C'est-à-dire entre le court terme, oui, c'est déplaisant, mais la perspective qu'à long terme, ça puisse être une sortie, une liberté. Et ça, on a vraiment du mal avec le temps long, en fait. On est complètement addict, pour le coup, au plaisir maintenant, au court terme et à la facilité. Et encore, je dirais, ce qui va mettre un frein à l'addiction, c'est l'overdose lorsque c'est la drogue. L'overdose, John Drew par exemple, qui était un chanteur folk, voilà, à un moment, en 1980, il meurt d'une overdose. Donc au moins les choses sont claires, c'est-à-dire que l'addiction, une overdose de morphine et d'héroïne, je crois. Donc à un moment, John Drew s'arrête dans son addiction parce que l'addiction va jusqu'à la mort. Le problème des addictions informelles et des addictions d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la mort. C'est qu'on peut vivre toute une vie en étant complètement addict à des choses qui nous font souffrir lorsqu'elles sont pas là et qui nous comblent d'un faux bonheur éphémère lorsqu'elles sont là et qui détruisent notre quotidien, qui détruisent l'organisation sociale de ma vie, mais on n'en meurt pas. Quelque part, il n'y a pas ce frein final. Mais en fait, si, on en meurt, mais ça nous embête pas. C'est-à-dire que ce qui meurt, c'est ce qu'on est. En fait, c'est notre liberté. Et pour moi, la liberté, le libre arbitre, c'est ce qui fait l'homme. Et en fait, si notre qualité d'homme, notre qualité, la noblesse de notre condition humaine, en fait, elle meurt, elle.
Mais voilà, on s'en fiche, en fait. Je rectifie, c'est pas John Drew, j'ai confondu dans mes lectures. John Drew, c'est juste un basketteur qui a fait 11 saisons à la NBA et qui était aussi addict à la cocaïne, je crois. Donc il y a eu plein de problèmes judiciaires et plein de problèmes avec la NBA. C'est Tim Hardin, hein, ceux qui veulent écouter du Tim Hardin, penser à son overdose. Voilà, excusez-moi d'avoir confondu. Alors on lit un peu des commentaires. Au plaisir non coupable, un plaisir de corps relié et non le corps rompu. Jean-François, il est parti, il va nous faire un livre magnifique, je sens. Claudie, addict est pour moi une mise en suspension de sa charge existentielle. Recherche au pic intense qui ne peut qu'être un pic. La descente rend malaise. Sous-estimation et l'on sait qu'il y a ce revers. Pour se sevrer, essayer de vérifier si l'on peut jouir autant sans ça. Sinon, on est cuit. Donc l'idée de déplacer, d'avoir autant ce pic de jouissance, ce running high, mais sans la chose. C'est évidemment très difficile. Quelle quête. Il faudrait presque, on l'a évoqué au premier balbutiement sur l'addiction, changer d'addiction. Mais encore une fois, est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il y a des bonnes addictions, des choses... Est-ce que tu as été addict, toi? Réfléchis un peu. Est-ce que tu as eu des passages, même dans l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est justement la construction des neurotransmetteurs se passe à l'adolescence, on se densifie et on... Est-ce que tu as eu des périodes addictes, y compris... Ah bah moi j'ai été addict à la télé. Hein. Ah vraiment? Ah bah oui, je suis dans une famille où on mettait la télé dès le matin, où on ne se parlait pas, où voilà. D'accord. Et j'ai mis un temps mais infini à me désintoxiquer ça. Je crois aussi, moi aussi. Ah mais c'était terrible, hein. Mais Buffy, je les ai vus. Bah, la saison 6. Voilà, mais à tel point d'ailleurs que voilà, quand je supportais pas qu'on me parle quand j'étais devant la télé. Donc c'est complètement, c'est un truc complètement aberrant. Je regardais des âneries, donc voilà. Et c'est un processus. Comme moi, j'ai mangé. Je crois que toute mon enfance et mon adolescence, je l'ai passé des heures et des heures, les fameuses 27 heures par semaine. Et en fait, je devant pense, la télé. et les rares moments où je retombe là-dedans, c'est des moments de dépression. En fait, je comble un vide. Je pense que je comble un vide. C'est-à-dire que je comble le silence que je pourrais avoir avec moi-même. Je crois. Intéressant. Ouais. Très intéressant. Si en direct. Non, alors, la télé, moi aussi, j'étais addict à la télé. Mais j'ai une addiction récente. J'ai une addiction à mon propre jeu. Un tarot philosophique que j'ai mis en place qui s'appelle le jeu du phénix. Et tous mes amis qui étaient autour, alors ils étaient enchantés de pouvoir jouer, on passait des soirées, mais on ne pouvait plus passer une soirée sans sortir le jeu et jouer à ce tarot qui nous dit au hasard des choses sur nous-mêmes. Et j'ai dû faire 170 vidéos. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris à monter, c'est pas mal. Il y a un truc positif, c'est maintenant que je suis un monteur assez expérimenté. J'ai fait des vidéos sur ce jeu, des tutoriels, j'ai dû en faire 150 et je pense que ça m'a coûté 2-3 livres que je n'ai pas écrits. Mais d'un autre côté, il y a eu beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que j'ai mis, je crois, 5 ans pour avoir un rapport réconcilié avec ce jeu, ce que j'ai maintenant. Et ce qui m'a sorti de cette addiction, c'est Deep Pro, cette application smartphone qui utilise le système du jeu du Phénix, mais maintenant qui est donné à tout le monde. Je fais pas du tout ma pub, hein, excusez-moi, c'est vraiment personnel. Mais l'idée d'avoir tout d'un coup un aboutissement concret de ce qu'était une addiction et que voilà, en fait, tu l'as transformé en quelque chose. Je l'ai transformé en quelque chose. Et c'était comme si j'avais quelque chose en gestation au fond de moi, un bébé que j'arrivais pas à accoucher de ce bébé-là, et que tout d'un coup avoir Deep Pro, une application téléchargeable, et tout le monde peut le télécharger sans apprendre les règles du jeu, mais en jouant, et ben du coup, voilà, j'ai l'impression que on peut être gros du monde, on peut être, ouais, l'addiction peut être perçue positivement comme ça, peut-être. C'est ça l'ambition expressive pour moi. Avoir un potentiel à exprimer et on reste addict tant qu'on n'a pas exprimé tout ce qu'on pouvait exprimer. Kant, le philosophe Kant, dit d'ailleurs que c'est un des devoirs moraux, c'est de réaliser ses talents. Il ne faut pas rester avec des talents non réalisés. Et là, peut-être que l'addiction, il y a une fenêtre de tir d'une addiction qui est pas une addiction telle qu'on l'a décrit, négative et désocialisante, mais une addiction qui est, tant que tu n'accouches pas de ce que tu peux accoucher en termes de talent, etc., eh bien, tu resteras obsédé par cette chose qui sera en toi. Comme si l'addiction visait un phénomène d'exorcisme, et l'exorcisme, c'est de rendre concret des choses qui t'animent, voilà. Je pense que dans l'ethnologie et dans le rapport à la sorcellerie, à la magie, on parlait de Buffy et la magie, je pense qu'il y a ce rapport-là. Le malade, il faut lui sortir un caillou chaud qu'il aurait au fond de ses entrailles. Bien sûr, c'est une manœuvre de prestidigitation de la part du chaman, mais en sortant ce caillou bouillant qui exprime la fièvre qu'il a, eh ben, ça peut guérir par la psychosomatique.
En fait, quelque part, ça nous renseigne sur nous. Oui. Et donc sur ce qui n'est pas exprimé, ce qui est en gestation, ce pourquoi peut-être on n'est pas encore prêt, et voilà. C'est pourquoi on est voilà. Ça nous renseigne. Une autre piste. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des accoucheurs d'addiction, c'est-à-dire dans le sens où des réconciliateurs avec soi-même, des réconciliateurs d'âme, ça pourrait presque être un nouveau métier. Est-ce que tu penses que le coaching tel qu'il est un peu généralisé en ce moment, c'est ça, ou est-ce que tu vois des dérives, toi qui connais un peu le monde de l'entreprise et Moi, je crois que le coaching, il devrait faire en sorte qu'on se reconnecte avec soi-même, donc qu'on soit plus présent à soi. Et je crois que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en fait, on se met en suspension quand on est en addiction, en suspension existentielle, ce qu'elle disait. Et en fait, c'est un peu ça. Et le coaching, justement, devrait nous amener à une nouvelle, à retrouver la présence à soi. Parce que quelque part, c'est une absence à soi, les addictions. C'est l'illusion. C'est l'illusion de soi. Mais... Ça touche l'identité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le drame, c'est que ça touche l'identité. Mais c'est intéressant l'idée de se dire, ça nous renseigne sur ce qu'on est et sur ce qu'on peut-être on est en train de nourrir ou de ne pas vouloir regarder en face. Dans ma pratique du jeu du phénix, c'était vraiment l'idée d'une réconciliation impossible avec moi-même. Je ne pouvais pas être en paix moi-même, j'y pensais nuit et jour. Je savais qu'il y avait un système là que je devais explorer. Et on peut se sentir presque missionné. Il y a beaucoup d'ambitieux qui se disent « j'ai une mission ». Et ben là, c'était un peu cette énergie-là. Et dans l'utopie, je pense qu'on touche ces individus qui, jusqu'au bout, vont rêver. La phrase que tu aimes bien dire, que l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé, le non réalisé, c'est ça. C'est que c'est pas encore réalisé et tu dois le réaliser. Et tu es addict au processus profond, mystérieux et enfoui d'une réalisation que tu n'imagines même pas, mais qui doit advenir, comme un accouchement, justement. Ouais. Alors, Sumka, à l'hôpital, il donne des produits très forts, purs, et pourtant les gens ne sont pas addicts en sortant d'une opération. Donc la cause est ailleurs, pas propre au produit. Oui, Sumka, on l'a dit, il y a des addictions qui sont immatérielles, où le substrat est immatériel, comme Internet par exemple, et on peut être complètement addict. On parle même parfois d'addiction aux jeux vidéo. On aura d'ailleurs un joueur qui va venir faire un balbutiement, un joueur qui était addict, donc qui a vu toute sa vie concentrée sur ça, au détriment de ses études, au détriment de ses amis et de sa famille. Et ça va être intéressant de l'interroger justement. Mais ça, c'est comme les joueurs. On dit que les joueurs, en fait, jouent pour perdre, jusqu'à temps qu'ils perdent. Ouais. En fait. Comme l'overdose. Mais oui. Comme l'overdose. Ils jouent pas pour gagner. Un vrai joueur ne joue pas pour gagner. Ceux qui sont vraiment addicts, ils vont jouer jusqu'à temps qu'ils perdent. En fait. Ouais. Alors, l'effet mère a aboli l'effort. Alors, pour Jean-François, l'effort, tu disais, on a perdu le sens de l'effort. Anne est emballée, mais Jean-François, c'est la faute à maman. Non, Jean-François, arrêtons avec ça. Alors, société consumériste du court terme. Oui, le court terme généré par Internet. Qu'a-t-elle ? Combler un manque par une dépendance, l'addiction est rassurante, donne des repères à des gens qui souvent en ont manqué. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais, mais c'est confortable, c'est une pseudo-harmonie en fait. C'est vraiment le côté routinier. L'addiction, c'est aussi une sorte d'hold-up sur notre bonheur. Parce que ça nous donne du bonheur, mais un bonheur éphémère, et ça définit l'alpha et l'oméga de notre bonheur. Le bonheur n'est plus complexe. Le bonheur devient hyper simple. J'ai la chose, je suis heureux. Et donc, notre bonheur est un peu pris en otage par... c'est squatté par l'addiction, en fait. Exactement. Alors, Anne, j'aime beaucoup l'idée que l'addiction anéantit notre volonté. C'est la raison de la difficulté à l'arrêter. La dépendance affective, dit Laetitia, est aussi très difficile à vivre. Ah oui, il y a l'addiction à l'autre, à l'amour. Ouais, ça c'est... Laetitia, on en a parlé au premier balbutiement. On devra bien investiguer cette chose-là. Wafa, je rencontre sans cesse des personnes addictes aux histoires dramatiques. Est-ce les médias ? Addictes aux mauvaises nouvelles, addictes aux tragédies contemporaines. Il y a l'idée quand même que quand l'autre souffre, je ne souffre pas et donc je peux me voir moi-même glorifié, ou en tout cas, je me dis c'est pire ailleurs. Je pense que c'est anxiolytique, ça calme les anxiétés. Parce que addiction et anxiété, l'addiction c'est un yo-yo entre le plaisir et l'anxiété. Plaisir, j'ai la chose, je l'ai pas, je suis anxieux. Et donc, quelque part, on peut être addict à cette anxiété qui n'est pas la mienne et du coup, qui peut me... Ah, puis ça me permet ça m'évite de penser à moi, c'est de la diversion, en fait. Divertissement pascalien. Voilà. Aude, oui, la méditation a la place de la drogue. Oui. Non, mais c'est vrai. Et alors la méditation, j'en ai fait ce week-end. Ouais. Mais ça fait des effets pas possibles, en fait. Alors, raconte. Non, mais moi qui n'ai jamais pris de drogue ni fumé...
C'est en termes comment dire, d'illumination et d'avoir l'impression d'être transporté, la méditation, c'est énorme. Mais c'est quelque chose qu'on gère en plus, et qu'on gère comme on veut. Voilà. Donc effectivement, c'est une bonne idée. Ouais, bon, méditation à la place de la drogue. Mais je pense qu'en passant par ce biais, on ne devient pas forcément addict à la méditation, car elle nécessite un effort pour trouver un état de béatitude bien plus fin que les paradis illusoires qui génèrent les descentes dues à l'addiction. Intéressant, Aude. Jean-François. Ce qui est intéressant sur la méditation, c'est qu'il y a une notion de vide, en fait. On ne cherche pas quelque chose dans la méditation. C'est quelque part, c'est un peu gratuit. Mais tu ne penses pas qu'il y a une sorte de grande mode de la méditation, justement, oui. parce qu'on est dans une société de l'addiction, que la méditation vient être un peu une rustine pour calmer nos addictions, pour finalement faire qu'on n'arrive pas à l'overdose. Parce que sans méditation et sans retour sur soi, quelque part, l'être humain craquerait. Et du coup, on pourrait contester ce système. La méditation, est-ce que c'est pas une rustine prophylactique qui permette de ne pas s'insurger, de ne pas contester politiquement parce qu'on a trouvé un bien-être intérieur? Est-ce que c'est pas une dépolitisation quelque part? Moi, je crois que plus on revient à soi-même et plus on trouve la vérité et plus on trouve de la force. Donc tout ce qui nous ramène à nous-mêmes, en fait, je pense que c'est plutôt bon. Après, je crois qu'il faut faire attention par contre à l'injonction de voilà, on est super calme, on est super zen, on est super développé personnellement. Le bonheurisme aussi, le bonheur obligatoire. Mais dès qu'on fait de la méditation, en fait, le seul truc, c'est qu'on se donne un temps avec soi-même. C'est déjà énorme, en fait. Ça, c'est du luxe. C'est un vrai luxe, en fait. Alors, Liliane voudrait nous interroger sur l'addiction et la création. Alors là, c'est un grand truc, hein, l'addiction et la création. C'est vrai que quand on est dans un acte créateur, on est complètement accro. Enfin, le compositeur, voilà, qui est en plein concerto, Saint-Saëns qui compose en un mois son concerto, je ne sais plus lequel. Voilà, Mozart, on a des images du film Amadeus d'ailleurs intéressantes. Il y a l'idée de transe. Ce qui est sûr, c'est dans l'acte de création, il y a une idée de transe et une transe qui peut être un peu ce summum de l'uberis, de l'ivresse dont tu parlais. Cette transe en allemand, hein, tu nous disais. C'est quoi l'expression que tu avais dit? C'est Rauschgift, poison d'ivresse. Voilà, poison d'ivresse. Donc la création, quand elle entame sur la vie, peut être de cet ordre-là. Mais j'ai l'impression que là, pour le coup, on est dans l'ordre de l'accouchement dont je parlais. C'est-à-dire que c'est une addiction parce qu'on n'a pas terminé quelque chose de l'ordre d'une expression de ce que l'on a en nous-mêmes, émotion, fulgurance, poésie, symbole, et qu'on a besoin d'accoucher urgemment de cette chose, et on est addict tant qu'on n'a pas accouché. Et création et addiction provoquent une transe, mais j'ai l'impression que dans la création, il s'agit de transformer quelque chose d'intérieur en une chose extérieure, ou en tout cas écoutable, alors que dans l'addiction, l'idée c'est de transformer une chose du monde concrète, une pratique, une substance, et de l'intégrer pour devenir le monde. Dans la création, c'est moi qui m'éclate dans le monde, j'accouche de quelque chose qui était au fond de moi, et je le mets... Donc, en fait, c'est l'immanence qui devient transcendante, alors que dans l'addiction, c'est la transcendance du monde, quelque chose d'extérieur qui devient immanent. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et après, il y a aussi le lien entre les addictions pour être créatif. Donc là, c'est toutes les drogues qui sont prises pour être créatif. Pulqué, mescal et tequila. Moi, personnellement, quand j'écris, je mange des rochers pralinés toute la journée. Les rochers pralinés, Suchard. Non, saveur nature, bio, évidemment. Ah, bio, d'accord, pas industriel. Non. Et effectivement, il y a quand même quelque chose... Et comment ça se fait que t'as la ligne comme ça? Parce que je bouffe de l'intérieur, du coup, quand j'écris, ça... Ah oui, tu consommes... je sais pas, je pense que ça me consume du coup. Donc j'ai besoin de... bien sûr, le cerveau. Je pense que la créativité, effectivement... c'est clair. Moi, quand j'écris, à 5h du matin, je suis réveillée, j'ai des idées, etc. Et je pense, qu'il y a peut-être une notion, on dit aussi que les plus grandes créations, les plus grandes chansons, sont aussi dans la dépendance amoureuse aussi. Et dans la souffrance. L'addiction inspire, est une muse. L'addiction peut être une muse. Voilà. Se débattre dans son addiction peut inspirer. Ouais, on l'a vu avec Gainsbourg, par exemple. Oui, tout à fait. Sophie, alors, l'addiction n'est-elle pas un problème universel qui interroge chacun sur la nature des liens qu'il tisse avec les autres et sur sa relation à ses désirs et ses habitudes? Problème universel, oui, c'est vrai. Ça a une puissance philosophique, l'addiction. Quelque part, on est obligé de penser le problème de nos vies, réfléchir à comment on peut transformer des comportements, penser à soi-même et essayer de voir d'où ça vient, ce poison, cette ivresse empoisonnée. Julien, rester addict, ce n'est pas avoir réussi à transcender son addiction.
Bah oui, mais rester addict. J'ai l'impression que c'est une lapalissade, Julien. Il faut que tu précises ta pensée. Alma, il y a, oui, de grandes réalisations chez l'addict. Le musicien addict, moi j'adore. Est-ce qu'il adore, lui, cette addiction? Voilà, c'est à réfléchir. Je viens de vivre 4 tentes de sudation chez des Amérindiens et croyez-moi, ça aide à dépendancer. C'est Jean-François qui fait des expériences chamaniques. Claudie, l'idée de combler un vide, c'est un exercice difficile, le face-à-face avec soi-même. Toucher le fond, on ne peut que remonter et cet exercice répété permettra la remontée de plus en plus rapide si l'on tire une leçon de la chose chaque fois et l'on retrouve notre puissance. C'est un parcours, on est proche de l'initiation là. Il y a quelque chose d'initiatique dans vos commentaires. C'est Jean-François qui nous met un peu là-dedans, j'ai l'impression. Et Aude. Alors, reformater le subconscient, dit Catel, qui imprime l'habitude. L'addiction se soigne bien avec l'hypnose. Il faudra qu'on interroge. Ouais, il y a un monsieur qui est assez âgé maintenant, qui c'est François Roustan. Ah oui, voilà. Philosophe. C'est énorme. Il a une notion de l'hypnose qui est effectivement de la philosophie qui est assez magnifique. Quoi. Et justement, quand il dit qu'il ne faut pas se figer pour ne pas être malade et qu'il faut remettre dans le mouvement, là, on est complètement à l'inverse de l'addiction. Donc on voit bien que l'addiction, elle est quand même sur quelque chose de l'ordre de la maladie et de figer une personne dans son identité. L'addiction, c'est de la vie figée, c'est-à-dire de la mort. C'est de la vie qui meurt, de la sclérose. De la sclérose. Très bien. J'aime bien cette idée de mouvement, en fait. Oui. Et l'addiction enlève ça. Enlève ce truc. Oui. Ça m'inspire, dit Nathalie. Je vais travailler les personnes sur leurs talents et creuser la piste des addictions est intéressante. Super. Liliane, ça nous renseigne sur la peur de notre manquement. Sophie, pour les ambitieux, l'addiction est une phase du processus et nécessaire pour exprimer son potentiel et passer à l'étape suivante dans son vortex ambitionnel qui l'emmène partout plus haut. Sophie travaille avec moi. C'est ma grande amie et collaboratrice. Salut Sophie. Donc oui, on reconnaît mon livre sur l'ambition et effectivement, l'ambitieux, il est addict à sa volonté. C'est-à-dire qu'il a une volonté, il réalise des choses, mais ce sont pas ces choses-là qui le rendent addict. C'est l'exercice de la volonté elle-même. C'est pour ça qu'il va aller de rêve en rêve, parce qu'un rêve doit en entraîner un autre, et plus le rêve est impossible, plus c'est excitant pour l'ambitieux, puisque ça peut lui permettre d'exercer sa volonté. Et donc l'ambitieux ne peut pas échouer, parce que l'ambitieux, le but n'est pas de réussir quelque chose, mais d'augmenter sa volonté. C'est ce que j'appelle le méta-vouloir, la volonté de volonté. C'est comme ça que je définis l'ambition. Comme l'amoureux peut être amoureux de l'amour. Et là, on a du Don Juan. Ça n'en finit pas. Donc, ce n'est plus être addict à quelqu'un, c'est être addict à un processus intérieur. Et pour l'ambitieux, son processus, c'est sa propre volonté. Augmenter sa volonté. Rendre réel l'idéal. Je vois un côté positif dans l'addiction, dit Estelle, du chef cuisinier, du musicien, car on y retrouve la notion du partage. Intéressant, précise, Estelle. Oh là là, vous êtes déchaînés, mes amis. Aude, justement, la méditation comble notre vide intérieur en le complétant. Mais en effet, vivre la méditation en addict, pour se barrer du réel, empêche toute forme d'action matérielle, à consommer avec modération. Comme tout. Sunka. Selon Alan Kardec, qui est le mystique qui a une théorie du fluide, Alan Kardec, oui, c'est le spiritisme. Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. L'addiction est un exercice dans une phase de vie. Super, c'est très Paracels, hein, tout ça. Il a tout pompé à Paracels. Nathalie, attention à ne pas recentrer encore une fois pour ne pas voir les autres. Jean-François, l'addiction, en 2 mots, c'est le manque de mots, l'absence de mots, il fait ce jeu de mots, sur nos mots, M-A-U-X, et en même temps une poussée pour exprimer quelque chose qui n'avait pas encore été nommé. J'aime bien, Jean-François, ta tentative de mettre ça dans les mots, parce que lorsque je parle d'ambition démonstrative ou d'ambition expressive, je parle de mots. Et effectivement, dans l'addiction, il y a de l'indicible. Je ne peux pas parler de mon addiction aux autres, j'en ai honte, et puis je ne comprends pas les autres parce qu'ils cherchent à me freiner. En général, lorsque vous avez un addict autour de vous, vous dites « calme-toi, modère-toi », etc. Et ces conseils sont rejetés. C'est à ça aussi qu'on voit qu'il y a une addiction. Donc, le langage est barré. Et d'ailleurs, les alcooliques anonymes, c'est justement réapprendre à dire « oui, je suis alcoolique, oui, je suis malade », etc. Et c'est dans le partage des mots que la cure réside. C'est pareil pour la psychanalyse. La cure réside dans les mots. Donc j'aime beaucoup, il faudra qu'on creuse cette piste des mots, Jean-François. Avoir un self-control, conscience de soi, retour à la nature.
Julien, est-ce que le vrai problème, ce n'est pas l'addiction, mais les conditions dans lesquelles on la vit, le changement, l'instabilité, la famille, le travail? Super. Bonjour, bonjour. Un rapport entre l'imagination et l'ambition, je pense. Et Aude, pour Jean-François et le chamanisme, il paraît que l'ayahuasca en Amérique du Sud, c'est cette drogue qui vient des lianes et qui est une drogue carrément initiatique lorsqu'elle est bien prise avec un bon chaman qui sait bien faire les dosages. En général, on commence par vomir et après commence une sorte d'illumination qui peut nous emmener très loin. En Amérique du Sud et l'iboga en Afrique sont réputés, si on est conduit par un bon chaman, c'est ce que je viens de dire, et guérir de toute addiction chimique. Voilà, l'hypnose guérit les addictions à ce qu'on dit. Écoutez, on a avancé, on a ouvert des pistes avec toi. J'ai 2-3 questions qui concernent ton travail futur. Après l'utopie, tu as fait un thème là qui était un thème lumineux, extraordinaire. Tu as fait plein de conférences, il y a une conférence TEDx aussi à voir. Vers quoi tu te diriges? C'est compliqué. Faire après l'utopie, c'est quand même un vrai pari. Qu'est-ce qui t'intéresse à investiguer maintenant Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que chacun peut se sentir l'âme d'un utopiste et comment est-ce qu'on peut résister justement aux addictions, aux soumissions actuelles, à la résignation aussi, à un monde qui va droit dans le mur et pourtant on continue et on y va. Donc c'est savoir comment est-ce que qui nous sommes, nous, notre génération là, qui doit refaire les choses, parce que je pense qu'on est à un moment tragique de l'histoire et on doit réinventer. On est en train d'inventer une autre époque. On va changer forcément de modèle. Et comment est-ce qu'on peut réussir tous à être les bâtisseurs de ça? Et est-ce qu'il y a des conditions à la fois en nous-mêmes et à la fois dans le système qui peuvent permettre qu'on soit plus nombreux à être des résistants et qu'on soit plus vigilants sur nos faiblesses, qu'on puisse être qu'on puisse avancer de manière utopiste. Donc en fait, c'est l'utopie dans la démocratie et dans la citoyenneté, l'utopie ensemble, quoi. C'est ça. Oui, et comment est-ce que chacun peut reconnaître son pouvoir d'utopiste et son pouvoir d'agir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de résignation, de soumission à l'autorité, de soumission à toutes les lois qu'on voit passer, etc. Et beaucoup de conformisme aussi. Et comment est-ce qu'on arrive chacun à reprendre le pouvoir et à révéler cette part de liberté fondamentale qu'on a tous et qu'on doit aujourd'hui accomplir pour imaginer un monde totalement différent demain. Donc en fait, moi je me dis toujours qu'est-ce que je veux faire de mon vivant dans les deux sens du terme, c'est-à-dire j'ai une vie, je suis un être vivant, je suis arrivé sur Terre pour quelque chose, et puis j'ai aussi un temps qui m'est imparti, et qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là? Et la deuxième chose que je me dis, c'est que mes enfants me regardent et que j'ai envie de faire quelque chose de ça, et de leur inculquer des choses, et comment est-ce que chacun, on peut réussir à notre petit niveau à exercer notre liberté et à exercer nos talents d'utopiste. Donc tu vois bien que la notion d'addiction en fait est fondamentale, parce que si on est dans l'addiction, justement, cette volonté active dont tu parles, cette utopie est mise à mal. Je pense à un livre de Jerry Stahl. Jerry Stahl, c'est un journaliste et un scénariste américain. Il a écrit un magnifique livre qui est traduit par Mémoire des ténèbres. Et il montre son addiction à la drogue notamment. Et Mémoire des ténèbres, il montre bien qu'on est dans une impuissance de lien en fait dans cette addiction-là. Je crois que le titre en anglais c'est le Midnight, Permanent Midnight. Le minuit permanent. On est dans les ténèbres. Et on est dans les ténèbres parce qu'on se replie sur soi-même. On dit qu'on accepte les fatalités institutionnelles, on obéit à toutes les normes juste parce qu'il nous faut notre calme et on se soumet aux règles. En fait, on croit désobéir parce que être addict à la drogue, c'est une forme de désobéissance et de clandestinité forcément. On a l'économie souterraine, etc. Et en fait, on ne fait qu'obéir à un système, c'est-à-dire désinvestis-toi de ce qui compte pour toi. Voilà derrière chaque addiction mortifère, il y a l'idée que tu ne dois pas t'occuper de ce qui te concerne vraiment. Tu dois t'occuper de ta came, chercher ta dose, continuer dans ta dose, mais tu es dans les ténèbres parce que rien de lumineux dans ce que tu peux créer avec les autres ne peut advenir. Et donc, quelque part, tu devras être confronté toi aussi à l'idée que l'addiction va poser problème pour une utopie généralisée et partagée. Bien sûr, mais c'est avoir envie de voir la lumière. Je ne sais plus qui disait ça, si c'est Luther King ou Mandela, mais qui disait ce qui nous fait peur, c'est notre part de lumière, c'est pas notre part d'ombre.
Et ça, c'est voilà. Et c'est là-dessus que j'aimerais travailler, sur justement la soumission à l'autorité, sur la désobéissance aussi, qui est très mal perçue. L'engagement est très mal perçu. L'activisme de citoyens qui se battent pour des choses, pour justement nous sortir de nos addictions de la société de consommation, etc. C'est extrêmement mal vu. On a voté pour une fois, on a fait notre devoir de citoyen, on ne devrait plus jamais se mêler de la chose publique. Ça aussi, pour moi, c'est de la reprise de pouvoir et de la reprise de liberté. C'est ces sujets-là sur lesquels j'ai envie de... c'est intéressant. Avancer. Quelle va être ta méthodologie pour aborder ça? Comment tu fais? Alors j'ai beaucoup étudié les mouvements historiques, les mouvements sociaux qui ont fonctionné. Je me suis rendu compte que l'histoire en fait se faisait avec un petit nombre de gens, contrairement à ce qu'on pense, et évidemment contrairement à ce qu'on veut nous faire penser. Les résistances pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est 2 à 3% de la population, donc c'est pas grand monde. Voilà. Et donc j'ai étudié aussi tous les grands héros. Parce qu'il y a une notion de héros qui est encombrante en fait. On pense qu'il y a des héros, et tant qu'on pensera qu'il y a des héros, on pensera que, vu qu'il n'y en a pas, on est bien d'accord, on en a très peu en tout cas de connus. Du coup on se dit que voilà, on ne changera jamais parce qu'il n'y a pas de héros. On est dans ce côté très infantile, on a besoin de héros pour venir nous sauver, alors que c'est ce que disent les Indiens Hopi, nous sommes ceux que nous attendions. Et maintenant, voilà, il faut y aller quoi. Et des héros, et il y a de l'héroïsme ordinaire en chacun de nous, et c'est ça qu'il faut aller chercher, et non plus aller regarder les héros. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai étudié justement la vie de ces soi-disant héros, donc les Luther King, les Mandela, les suffragettes aussi en Angleterre, c'est super intéressant, ou Rosa Parks, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des gens parfaits, bien au contraire, et ils sont dans des conflits envers eux-mêmes. Donc on n'attend pas le Messie, comme dit Liliane. Non, on n'attend pas le Messie. Et par exemple, Malcolm X, c'est aussi une figure très intéressante, parce que c'est un insoumis à lui-même. Et il s'est remis sur la table plusieurs fois, et c'est ce qui fait sa valeur. Et c'est la même chose pour Mandela, c'est des parcours. Alors l'histoire ne retient que le côté lisse, mais justement, ils ont des parcours très persévérants et très intéressants. Et du coup, ça nous rassure, puisqu'en fait, ce n'est pas des super-héros. Et comme dirait Sartre, il ne faut pas être des surhommes, mais il faut être le plus homme possible. Et voilà. Et c'est ça sur lequel je travaille, et aussi sur les expériences de 2000 grammes de soumission à l'autorité. Voilà, toutes ces expériences sur les notions aussi les refusants, qui est un livre magnifique de Philippe Breton aussi, sur les gens qui ne sont pas des résistants mais qui simplement refusent les ordres. Voilà, il y a plein d'expériences comme ça qui peuvent nous apprendre quelle est notre vulnérabilité, et en même temps qui peuvent nous enseigner aussi pourquoi certaines personnes ne tombent pas dans cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber, et quelles sont peut-être les conditions d'éducation, et aussi de comportement, quel est le moment où on devrait commencer à tester des choses pour être sûr que le jour où on aura des décisions importantes à prendre, on sera en mesure d'exprimer la plus haute qualité d'humanité qu'on a en chacun. Voilà. Très beau, très beau. Beaucoup de réactions. Christian Bobin, dit Jean-François, disait de l'enfer, un état où l'on est obligé de satisfaire nos besoins sans relation à soi ni aux autres. Estelle détecte un Zorro en toi. Zorro sort de ta cachette. Voilà. Jean-François, nous ne sommes jamais aussi bien asservis que par soi-même. À la fois puissant et impuissant. Vive les addictions qui nous tracent le chemin. Donc voilà, à réfléchir. Et puis Catel qui dit les addictions, drogue à part, font perdre toute valeur morale. Les manques physiques prennent le dessus sur le cérébral, d'après mes constatations. Catel, moi je te renvoie à un très beau livre de Stephen King, le grand romancier d'horreur. En 87, il écrit les Tommy Knockers. Et les Tommy Knockers, c'est une histoire, on découvre un vaisseau extraterrestre enfoui dans le sol, les comportements changent, et ça pose vraiment le problème éthique au centre de ce livre, le bien, le mal, etc. Et il a écrit ce livre, il a reconnu qu'il était addict à l'alcool et aux drogues quand il a écrit ce livre, et comme par hasard, Stephen King, lorsqu'il est addict et qu'il reconnaît son addiction, il écrit sur le problème éthique. Et l'éthique vient justement d'un combat contre ses propres addictions. Je me demande si on aurait une morale et de l'éthique si on n'était pas capable, sans être capable d'addiction. J'ai l'impression qu'une des productions positives de l'addiction possible de l'être humain, et qui existe depuis bien des temps, c'est justement la production d'une morale, la production de limites, la production d'un vivre ensemble qui puisse trouver des normes, mais des normes qui ne doivent pas être prises en elles-mêmes comme étant des dogmes absolus, mais des normes qui justement sont discutées, discutables et peuvent changer. Ça rejoint cette idée de ce que j'appelle néo-résistance, c'est-à-dire une résistance qui trouve des formes nouvelles et qui produit du nouveau. Et je crois que tu es néo-résistante, en fait, ça va bien. On a eu beaucoup de plaisir.
Je pense que la philosophie est une expérience très enrichissante, dit William, mais elle est complètement bannie au profit de la culture de la médiocrité instaurée par l'élite de cette société. Ça y est, tout le monde se déclenche et c'est la fin. Même Arturo Zapata est avec nous. Chacun doit lutter pour se construire son utopie. Cela passe souvent par un effort important d'autodidactisme qui passe, il y a l'éducation populaire aussi, qui passe par une désaliénation au système et une recapacitation, on a de l'empowerment là, dans le sens d'Amartya Sen, l'économiste, grand économiste indien. Waouh, super. Merci, je vais me le chercher, je finis mon dépente. D'accord. Mes amis, on a passé 1h30 avec Sandrine Roudot et c'était vraiment enrichissant. Merci de t'être prêté au jeu. Première fois pour toi, ce dialogue-là. Voilà. Sans vous, les Tommy Knockers, Tommy, T-O-2-M-Y, Knockers, K-N-O-C-K-E-R-S de Stephen King. Voilà le livre. Voilà, donc vous pouvez lire Utopie mode d'emploi, l'Utopie mode d'emploi édition. La Mer Salée. Alors c'est quoi cette édition en deux phrases? C'est une maison d'édition nantaise, tout est fait écologiquement, à 10 km, on replante des arbres au Pérou. Voilà. Mais je veux éditer là-bas, je vais écrire là-bas. Avec plaisir. Ah voilà, prochain livre là-bas, ça marche. Ouais. Bonne soirée à tous, c'était très enrichissant. On continue. William, c'est pas dommage parce que tu auras tout sur mon Facebook et puis tu vas le partager, Sandrine. Donc voilà, vous pouvez le regarder, vous pouvez surtout le partager. Je pense que ça ferait du bien à plein de monde d'assister à ce genre de discussion. Merci Sandrine, c'était génial et on te recroisera bientôt parce que je pense qu'il y a plein d'autres thèmes qui vont nous intéresser. À bientôt. Merci. À bientôt les amis. Merci.